On arrive à la dernière partie du topo où je vais traiter, je vais faire le point sur l'actualité de l'épidémie Covid-19. D'abord, ça va être une petite introduction. Ensuite, je vais présenter quelques éléments théoriques sur l'épidémiologie des maladies infectieuses, des maladies transmissibles. Et ça va nous aider à comprendre pourquoi on doit suivre toutes les mesures de contrôle que le gouvernement nous a annoncées, pourquoi c'est important de suivre ces mesures-là. Et je vais terminer par présenter un petit peu les thérapies potentielles, les thérapies antivirales potentielles que j'espère vont émerger d'ici quelques mois ou plus rapidement que ça, dans le meilleur des cas. Alors, qu'en est-il pour la pathologie du SARS coronavirus 2? Donc, on a vu que les coronavirus humains saisonniers sont responsables de maladies d'enfants dans la majorité des cas relativement peu pathogènes. Le SARS coronavirus et le MERS coronavirus ont été responsables de pathologies plus sévères, mais c'était des virus moins transmissibles entre humains. Alors, pour le SARS coronavirus 2, on estime que la phase d'incubation, c'est-à-dire le laps de temps entre l'infection et l'apparition des symptômes, est d'environ 5 à 6 jours, en moyenne. Donc des fois, les symptômes apparaissent plus tôt, et des fois, les symptômes apparaissent plus tard. Mais il est extrêmement rare que les symptômes apparaissent plus de 14 jours après une infection. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a un contact avec quelqu'un infecté par le SARS-CoV-2, on est censé s'isoler pendant 14 jours pour voir si les symptômes vont apparaître ou non. Alors, si les symptômes apparaissent, donc on est atteint d'un Covid-19, Coronavirus Disease. Malheureusement, on a beaucoup de données maintenant qui ont été résumées dans cet article dans le Journal of the American Medical Association. Donc, résumé des données cliniques sur 44 000 cas. Donc, chez ces cas cliniques, 81%, la majorité, étaient relativement peu pathogènes, caractérisés par fièvre et tout. Malheureusement, il y avait 14% d'infections sévères, caractérisées par une dyspnée, donc difficulté de respirer, fréquence respiratoire supérieure à 30 respirations par minute et une oxygénation insuffisante. 5% des infections étaient critiques, caractérisées par une détresse respiratoire aiguë, choc septique et des fois une défaillance de multiples organes. Et la moitié de ces patients avec une pathologie critique sont morts, malgré les soins médicaux prodigués. Alors les facteurs de risque de décès suite à une infection, suite au déclenchement d'un Covid-19, étaient grand âge, supérieur à 70 ans, et la présence de comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies en même temps. Donc soit des maladies cardiovasculaires, soit un diabète, des maladies respiratoires chroniques, l'hypertension et des patients qui avaient par ailleurs un cancer. Donc ça fait quand même un paquet de gens susceptibles aux formes sévères ou mortelles de l'infection par ce virus. Donc où est-ce qu'on en est donc ça c'est un peu les cas mortels, cas sévères, etc. Mais quel est exactement le taux de mortalité de ce virus? Difficile à savoir. Donc au 1er mars, on avait ces chiffres-là. 86 992 cas confirmés, presque 3000 décès. Et le ratio de décès sur le nombre de cas, c'était 3,4%. Donc il faut faire attention avec ça parce que ça, ce n'est pas vraiment le taux de mortalité, le CFR, le Case Fatality Ratio. Donc le Case Fatality Ratio, c'est quelque chose qui a une définition précise. C'est la proportion de personnes infectées et symptomatiques. Donc un cas, c'est quelqu'un qui montre des symptômes. Ce n'est pas quelqu'un qui a une infection asymptomatique, on ne les compte jamais.
aucune maladie. Mais c'est des proportions de personnes qui sont malades qui vont mourir. D'accord? Et ça peut être très très difficile à mesurer pendant une épidémie. Parce que, donc on peut avoir différents biais. Par exemple, si on ne compte pas tous les malades, les gens qui sont relativement peu malades avec juste un peu de fièvre mais pas de problème respiratoire, maintenant on va leur demander de rester à la maison. Donc on ne va jamais les dépister, donc on ne saura jamais s'ils sont infectés par le SARS-CoV-2 ou non. Donc on risque de ne pas compter tous les malades, mais dans ce cas-là, notre taux de mortalité, le CFR, sera surestimé. Parce qu'on n'aura pas compté tous les cas, mais on va certainement compter tous les décès. De l'autre côté, on peut avoir un biais qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire parce qu'il y a un délai entre le diagnostic et le décès. Donc si on regarde à un moment donné tous les malades que l'on a et le nombre de décès que l'on a, on risque de sous-estimer le CFR. Parce que parmi les gens qui sont encore malades et pas encore sortis de l'hôpital, un certain nombre vont malheureusement mourir et du coup le CFR va augmenter. Et on ne connaît précisément le CFR que lorsque l'épidémie est passée. Alors, c'est pour ça que c'est un peu difficile de connaître ce chiffre avec précision maintenant. Et un autre truc qui sème un petit peu la confusion, c'est quand on regarde site par site, région par région ou pays par pays, on a le ratio de décès sur le nombre de cas est très très différent. Donc, au 1er mars de cette année, les 86 000 cas totaux, c'était largement dominé par les infections dans la province de Hubei en Chine. Donc là, ils avaient presque 68 000 cas. Non, ça c'est des chiffres pour maintenant, mais ils avaient quand même 60 000 cas et la majeure partie des décès. Donc ça, c'est les chiffres aujourd'hui. Donc on a encore Hubei avec beaucoup de cas, mais c'est là un peu la fin de leur épidémie. Donc, mais néanmoins, dans ces provinces-là en Chine, ils avaient 4,6% de décès parmi les cas comptés. Dans d'autres régions de la Chine, plus de 1000 cas, que 8 décès, ou 22 décès, pratiquement que 1 décès. Donc on avait le ratio décès sur cas entre 0,1 jusqu'à 1,5, 2%. Donc beaucoup moins important qu'ici. Corée du Sud, pareil, un cas sur 100, à peu près 0,9% des cas sont décédés jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a maintenant en Italie et en France? Beaucoup plus de cas, beaucoup plus de décès. Situation très préoccupante en Italie, avec un ratio de décès sur cas de 7,7%. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là, avec la grande disparité entre proportion de décès selon les sites? Ce que je pense, moi, et ce qui est l'explication plus vraisemblable, c'est que lorsqu'on a beaucoup de cas dans une région ou dans un pays, en même temps, les services hospitaliers sont débordés. Les malades qui se présentent avec des pathologies sévères ou critiques ne peuvent pas être soignés correctement parce qu'ils sont trop nombreux. Il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de respirateurs, il n'y a pas assez de soignants, d'infirmiers et de médecins, et qui sont vite fatigués, et ils tombent malades, etc. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas correctement soigner des gens, et le taux de décès est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est un petit peu... donc pour revenir sur le vrai CFR du Covid-19, maintenant, l'épidémie en Chine est pratiquement finie, donc on commence à avoir de meilleures estimations du CFR. Et ça, c'est une publication, un petit bulletin qui est sorti très récemment, et qui montre que dans la plupart des provinces chinoises, le CFR, c'était à peu près 1%. En Hubei, en dehors de la ville de Wuhan, 4%. Et à Wuhan, vraiment l'épicentre de l'épidémie pendant les mois de janvier et de février, le CFR, vers 12%. Ça, c'est
vraiment un événement très très sévère au niveau de santé publique. Un virus qui peut infecter beaucoup de monde très rapidement, et quand les services de santé sont débordés, il va tuer plus de 10% de la population. Plus de 10% des personnes infectées. Alors, extrêmement préoccupant et une situation assez grave. Donc actuellement, en Italie, on est entre ces deux estimations-là. En France, on est entre ces deux-là. Donc c'est tout l'intérêt des stratégies pour contrôler et stopper l'épidémie. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Donc quand on regarde les chiffres cumulés de nombre de cas en fonction de la date, donc ça ce sont les données sur le site de Johns Hopkins ici. Donc ça c'est les dates ici, janvier jusqu'en fin février. Ça c'est le nombre de cas cumulés sur une échelle logarithmique. Donc lorsqu'on est sur une échelle logarithmique, si on a une ligne droite, ça veut dire qu'on a une croissance exponentielle. Et aux phases initiales de l'épidémie, on était sur une ligne droite ici. Donc on avait une croissance exponentielle du nombre de cas. Si les autorités chinoises n'avaient rien fait, on pourrait prendre cette partie linéaire de la graphe ici, faire une extrapolation, et on était à peu près 5 millions de cas en Chine à la fin du mois de février. Alors, qu'est-ce qui a changé la forme de cette courbe? Ce sont les mesures très très strictes qui ont été imposées à la ville de Wuhan, à la province de Hubei et ensuite à différentes villes chinoises dès le 23 janvier. Donc si vous n'avez pas fait ça, ou si vous avez des mesures un peu en moitié, qui ne faisaient pas grand-chose, on est en quelques millions de cas aujourd'hui en Chine. Donc ils ont vraiment contrôlé, jugulé cette épidémie, et on voit que c'est fini maintenant. Donc ils ont 80 000 cas et ils ont peut-être 12 nouveaux cas par jour, dont la majorité sont des cas d'importation qui viennent d'autres pays. Donc ils ont bien fait. L'épidémie a été contrôlée. Mais quand on regarde les chiffres des cas cumulés en dehors de la Chine, c'est la ligne en jaune ici, pareil, les dates entre janvier et fin février, sur une échelle logarithmique, on a carrément une ligne droite ici. Donc on a une croissance exponentielle des nombres de cas en dehors de la Chine depuis mi-janvier, début février. Et donc, à la fin du mois de février, je me suis amusé à essayer de extrapoler les lignes droites à partir de cette courbe-là. Donc soit on allait avoir cette situation-là, avec plus de 100 000 cas à la fin du mois de mars, ou alors ça allait partir comme ça. Et là, on allait avoir, donc moi, mon estimation, il y a 2 semaines et demie, c'était de dire, ah oui, mais on risque d'avoir entre 100 000 et 1 million de cas en dehors de la Chine, si on ne fait rien pour changer la forme de cette courbe. Alors où est-ce qu'on en est actuellement? Bon, ça c'est les données aujourd'hui que j'ai rajoutées ici, et malheureusement on est plutôt sur la courbe haute ici. Là. Donc on est à plus de 100 000 cas en dehors de la Chine aujourd'hui. Ça c'est extrêmement préoccupant, extrêmement dangereux. Si on ne fait rien, on aura certainement des millions ou des dizaines de millions de cas en Europe. Et des centaines de milliers de décès. Alors, avant de comprendre pourquoi les mesures imposées par le gouvernement vont fonctionner, on va faire un petit peu de théorie sur l'épidémiologie des maladies transmissibles. Donc ce sont des nouveaux virus. Okay. Le SARS-CoV-2, c'est un nouveau virus qui arrive dans une population humaine qui n'a aucune expérience immunologique de ce virus. Donc personne dans la population est résistant à ce virus. Donc ce qui se passe, c'est que quand un nouveau virus arrive dans une population vierge, ici chaque cas c'est un individu, donc j'ai une population de 100 individus ici, et au tout début de l'épidémie, ça c'est le patient 0, j'ai une personne infectée,
nouvelle infection, nombre d'infections cumulées, une personne. Et le premier cycle d'infection virale, cette personne va infecter 3 autres personnes. Donc j'ai 3 infections nouvelles, 4 infections cumulées. Ensuite, chacune de ces personnes infectées va infecter 3 autres personnes. 9 infections nouvelles, 3 infections totales. Et entre-temps, la première personne qui était infectée est guérie. Donc cette fois-ci, j'ai un CFR de 0. D'accord? Aucune mortalité. Et quand on avance, on aura de plus en plus de personnes infectées, mais aussi de plus en plus de personnes qui ont été guéries et qui sont résistantes maintenant au virus. Donc à la fin de l'épidémie, le virus arrive à infecter toute la population, mais il ne se maintient pas parce que il a infecté toutes les personnes susceptibles, il ne trouve pas de nouvel hôte et le virus disparaît. Donc sur ce petit modèle-là, on a des courbes un petit peu comme ça, avec au début de l'épidémie une croissance exponentielle du nombre d'infections totales et du nombre d'infections nouveaux tous les jours. Et la pente de cette croissance exponentielle va dépendre du taux de reproduction du virus qui s'appelle R. Donc initialement, notre valeur de R va être 3, parce que la première personne ici infectée a infecté 3 autres personnes. Donc la valeur de R au début de l'épidémie est égale à 3. Donc c'est pour ça que c'est R0. C'est le patient 0 qui infecte 3 autres personnes. Donc R0 égale 3. Plus loin dans l'épidémie, R va diminuer parce qu'on a de moins en moins de personnes susceptibles dans la population. Mais ça devient important quand on a eu 20-30% de la population infectée. Quand on est moins d'1% de la population infectée, on est toujours dans le R0 et chaque personne infectée peut transmettre le virus à, dans notre cas, 3 autres. Donc ce chiffre-là de R0, c'est vraiment très important pour déterminer comment on va faire pour lutter contre une maladie transmissible. Parce que si on peut réduire la valeur de R à quelque chose qui est inférieur à 1, l'épidémie s'éteindra. Parce que chaque personne infectée va le transmettre en moins d'une autre personne. Donc petit à petit, le nombre de nouveaux cas va tendre vers 0. Alors, R0, ça nous indique quelle est la proportion de transmission qu'il faut bloquer pour éliminer le virus. Donc pour le SARS-CoV en 2002-2004, on a estimé que l'R0 était entre 2 et 3. Et donc, il fallait interrompre ou bloquer la moitié ou les 2 tiers des transmissions. Et ensuite, le virus allait disparaître. Bon, pour d'autres virus, la variole, R0 est plus élevé, la rougeole, R0 entre 15 et 18. Donc une épidémie de rougeole est super difficile à contrôler. Et c'est pour ça que la vaccination est vraiment le seul moyen de lutter contre ce virus. Alors, qu'en est-il pour le SARS-CoV-2 ? Les estimations que j'ai vues se sont affinées au fur et à mesure qu'on a plus de données. Donc, il y a 2 ou 3 semaines, l'OMS nous a donné un chiffre de 1,95. Plus récemment, il y a une publication qui a essayé de rassembler les différentes estimations et on a une R0 de 2,8, peut-être 3, avec une fourchette dans les estimations qui va de 1,4 à 6,5. Donc, si on se fixe sur une R0 d'environ 3, on doit interrompre, on doit bloquer au minimum les 2 tiers de transmission pour contrôler l'épidémie et éliminer le virus. Et si on peut bloquer 80%, 90%, 95% des transmissions, l'épidémie durera beaucoup moins longtemps. Alors, comment on fait pour diminuer R ? Donc, on a 2 facteurs qui contribuent à ce taux de reproduction de l'infection, l'agent infectieux.
il y a le nombre de contacts entre une personne infectée et des personnes susceptibles, et il y a aussi la probabilité de transmettre l'infection à chaque contact. Donc ça, c'est deux choses différentes, et les mesures de contrôle proposées par le gouvernement, enfin appliquées par le gouvernement français, vont toucher ces deux facteurs différents. Okay? Donc l'interdiction de regroupement, les concerts, fermeture des bars, restaurants, tout le monde doit travailler à la maison, on ferme les écoles, on va isoler les malades dès qu'on voit des symptômes. Tout ça, ça diminue le nombre de contacts. Ensuite, les mesures de protection personnelle, se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser un masque si on a des symptômes, tout ça, ça va diminuer la probabilité de transmettre l'infection à chaque contact. Et donc si on fait les deux, ça va être très efficace. Okay? Il faut faire les deux choses ici. Que ça va avoir un impact partiel. Que ça va être partiel. Il faut vraiment faire les deux pour commencer à taper fort dans ce virus. Alors, si on fait ça, est-ce que ça marche? Bon, bah, ça a marché en Chine, et ça c'est montré, pareil, dans cet article dans le Journal of American, dans JAMA. Et ici, ils ont le nombre de nouveaux cas par jour. Et en orange, les barres oranges, ce sont les dépistages. C'est lorsque on a quelqu'un qui a des symptômes, qui se présente à l'hôpital, qui a un test, qui est validé, oui, coronavirus positif. Et après le résultat du test, coronavirus 2 positif, on demande aux patients, quand est-ce que vous avez commencé à vous sentir mal, les symptômes ont démarré quand. Donc ça, c'est la ligne bleue, début des symptômes. Donc ces personnes dépistées ici étaient déjà infectées et symptomatiques 5 jours, 1 semaine avant. Donc, quand on a commencé les mesures pour contrôler la transmission à Wuhan, on a un effet carrément immédiat. Avant, on était sur une courbe exponentielle dans le nombre d'infections nouvelles. Après les mesures efficaces qui ont été appliquées, on voit tout de suite que la courbe s'aplatit et ensuite diminue. Ça, c'est pour les débuts des symptômes. Mais il y a un délai entre ça et le pic en termes de nombre d'infections dépistées. Et donc, c'est ce qui risque de se passer maintenant en Europe. On a démarré des mesures assez restrictives pour contrôler le nombre de contacts et diminuer la chance de transmission lorsqu'il y a un contact. Mais on risque de voir vraiment le pic arriver un peu plus tard, 1 semaine, 10 jours, et ensuite on aura quelque chose qui commence à baisser d'ici 2 semaines, je pense. Alors, donc ça c'est un petit peu ce que je pense pour la trajectoire de l'épidémie. On a vu qu'en Chine, quand on applique ces mesures, ça marche, c'est possible. Clairement, c'est plus facile quand on a une personne infectée que lorsqu'on a 1000 ou 10 000. Donc ça va prendre plus longtemps. Et la question que l'on peut se poser, c'est que, tout le monde peut faire le point sur où est-ce qu'on en est actuellement. C'est toujours bien d'aller cliquer sur ce site et regarder où on en est. C'est mis à jour tous les jours. Il y aura maintenant 190 000 cas, 7500 décès, et quand on regarde ces deux courbes ici, les cas en dehors de Chine ont largement dépassé le nombre de cas qu'on a vu en Chine. Donc ça c'est nouveau depuis 2 jours ça. Ok, donc si on veut voir cette courbe-là s'aplatir comme en Chine, on a intérêt à appliquer les mesures de contrôle de l'épidémie. Ok, donc on va revenir sur ça c'est le cas actuel. Ça va être dur. On peut se demander, est-ce que tous les pays sont prêts pour ça? Est-ce qu'on a des moyens? Ça va être variable selon le pays. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire le mieux là où on est. Une chose que l'on espère ou qu'on évoque des fois, c'est que de toute façon, ça ira mieux parce qu'on aura moins de transmission pendant l'été, donc on aura moins de pression.
Ça, c'est vrai pour les coronavirus saisonniers, les coronavirus humains saisonniers. Il y a une transmission saisonnière très claire avec une pic d'infection entre décembre jusqu'au mars et après beaucoup moins d'infections hospitalisées ou même dans la communauté pendant les mois d'été. Pour un virus pandémique comme le SARS coronavirus 2, ce n'est pas certain du tout parce que dans de précédentes épidémies pandémiques comme la grippe porcine 2009, on a eu pas mal de transmissions pendant l'été en dehors des pics saisonniers. Donc il ne faudrait pas compter sur la saisonnalité d'autres coronavirus humains pour nous sauver du SARS coronavirus 2. Alors, qu'est-ce qui va nous sauver? Peut-être des thérapies, des nouvelles molécules et nouveaux médicaments antiviraux qui permettraient de soigner mieux des patients, bloquer la réplication virale et améliorer la survie et, des patients avec des infections. Et pour l'instant, tout ce dont on dispose, ce sont des tests de différentes molécules en culture cellulaire. Comment ça marche? On prend une lignée cellulaire susceptible au SARS coronavirus 2, on met le virus en présence de différentes concentrations de molécules qu'on pense vont inhiber la réplication virale et on peut quantifier le virus qui est libéré dans le son agent. Et donc on peut calculer le pourcentage d'inhibition à chaque concentration du médicament. Un autre truc que l'on peut faire, qui était fait il y a 6 ans avec le SARS coronavirus, c'est un peu la même chose. Cette fois-ci, on va juste compter le nombre de cellules mortes tuées par le virus. Et, ou plutôt la survie des cellules infectées. Donc si on a 0 médicament, toutes les cellules sont tuées par le virus. Si on a un médicament efficace, les cellules survivent. Dans les deux cas, donc, on peut identifier quelques molécules candidates qui pourraient avoir un effet thérapeutique. Parce que ici, on a remdesivir, le lopinavir, le chloroquine, qui a des concentrations environ 1 micromolaire, ou 10-20 micromolaires pour le lopinavir, peuvent bloquer la réplication virale en culture cellulaire. Donc, quelles sont les différentes options ou molécules avec un certain potentiel? Donc, le chloroquine, ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose qui marche en culture cellulaire sur le SARS coronavirus et le SARS coronavirus 2. Son mécanisme d'action, le chloroquine, ce n'est pas un antiviral, c'est un antipaludique et qui a la propriété de augmenter le pH des ondes de lysosome. Et donc, les protéases dans l'onde de lysosome qui doivent cliver la protéine S pour permettre la fusion membranaire et l'entrée de l'ARN dans le cytosol, ces protéases ne devraient pas être aussi actifs et on devrait bloquer l'entrée du virus. Efficacité en clinique de la chloroquine, il n'y a pas de données, ce que j'ai vu. Néanmoins, il était recommandé par un panel d'experts dans le sud de la Chine en fin février. Mais sans les données, comment ils savent que c'était efficace? Moi, je ne sais pas, personne ne sait. Bon, le lopinavir-ritonavir. Lopinavir en combinaison avec le ritonavir. Donc, c'est un inhibiteur de la protéase du VIH. Donc, ce médicament, c'est un antiviral efficace pour soigner les personnes infectées par le VIH. Donc, l'idée que c'est un inhibiteur de la protéase qui va empêcher le clivage des polyprotéines PP1A et PP1AB. Et c'est pour ça que ça va stopper la réplication virale. Donc, on a vu que effectivement, lopinavir est capable d'inhiber la réplication du SARS coronavirus en culture cellulaire. Et il y a 2 publications qui ont dit que c'était efficace en clinique. Mais néanmoins, c'était des études observationnelles. Donc, c'est-à-dire on a soigné des patients avec notre meilleurs efforts, plus de lopinavir et ritonavir, et ils allaient mieux que les patients qu'on avait soignés avant. Pas vraiment une étude clinique bien construite. Mais donc il manque des données pour dire que oui, vraiment, ça va marcher.
Bon, le remdesivir, comment ça marche? Ça, c'est un inhibiteur nucléosidique de l'ARN polymérase, donc il se passe pour un nucléotide et il va bloquer la réplication de l'ARN viral. Ça marche en culture cellulaire, aucune donnée en clinique. Le camostat, c'est quoi? Ça, c'est une molécule qui est autorisée pour l'utilisation chez des patients pour une autre pathologie, autorisée au Japon, je dois dire, pas en Europe. Et ça se trouve que c'est un inhibiteur de la protéase cellulaire TMP-RSS2. Et c'est une des protéases qui clive la glycoprotéine S, qui permet au virus de, rentrer dans de déclencher la fusion membranaire entre l'enveloppe et l'endolysosome et permet l'entrée de l'ARN viral. Donc on peut peut-être inhiber cette protéase et ça bloquerait pareil l'entrée. Marche en culture cellulaire, aucune donnée clinique. Dernière chose que j'ai vue, c'est un anticorps monoclonal humain qui neutralise le virus. Et dans ce cas-là, il va se fixer à l'extérieur de la particule virale avant qu'elle s'attache sur la cellule. D'ailleurs, c'est plutôt, il va bloquer l'attachement ici, pas l'entrée. Et effectivement, ça marche en culture cellulaire. Donc, le message à retenir ici, c'est qu'on a plusieurs candidats avec un potentiel pour être des médicaments antiviraux, mais dans tous les cas, l'efficacité clinique reste à déterminer. Et c'est pour ça que des équipes de cliniciens, des équipes dans des hôpitaux en France et ailleurs, sont en train de s'organiser pour mettre en place des protocoles pour tester les différents médicaments potentiels pour voir qu'est-ce qui marche réellement. Donc ça, c'est un peu la fin de mon topo. Donc, en résumé, donc pour la structure et la phylogénie des coronaviridae, ce sont des virus enveloppés, c'est pour ça qu'ils sont sensibles au savon, donc un simple lavage des mains est efficace si on le fait correctement et si on le fait souvent dans la journée. Les alpha et les bêta coronaviridae infectent les mammifères. Le SARS coronavirus 2 est un bêta coronavirus. Les coronavirus humains saisonniers peuvent être alpha ou bêta. Le site de réplication et les thérapies potentielles, l'attachement, c'est par la glycoprotéine S, la protéine de spicule. Ça peut être bloqué par des anticorps neutralisants. Après l'attachement, le virus est internalisé par endocytose. L'entrée de l'ARN viral dans le cytosol nécessite la protéolyse partielle de la glycoprotéine S par des protéases cellulaires dans l'endolysosome. Ça peut être bloqué potentiellement par la chloroquine ou le camostat. Une fois dans le cytosol, l'ARN génomique viral sera introduite d'abord pour former des polyprotéines PP1A, PP1AB qui sont clivées par les protéases virales. Et ça peut éventuellement être inhibé par le lopinavir. Parmi les protéines virales qui sont libérées à partir de ces polyprotéines, on a un ARN polymérase viral qui sert à répliquer le génome du virus. Et ça peut être inhibé par le remdesivir. Donc on a plusieurs candidats intéressants pour inhiber le virus et soigner des malades. Alors la pathologie, c'est une infection respiratoire qui va être plus sévère avec l'âge et en présence de comorbidité. Encore une fois, 14% des infections sévères et 5% d'infections critiques. Et toutes ces personnes-là, avec des infections sévères ou critiques, ont besoin d'une bonne qualité de prise en charge médicale pour survivre. Ça, c'est vraiment la clé pour l'épidémie. Lorsque le nombre de cas qui se présentent à l'hôpital est vraiment trop important, qui sature les services de santé, le taux de mortalité va être plus élevé. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'essayer de contrôler la transmission de ce virus, parce que c'est ça qui va sauver des vies. Ce n'est pas juste des dizaines ou des centaines. Là, on est en train de parler de dizaines ou de centaines de milliers de décès que l'on cherche à éviter. Et dernier mot de la fin, les personnes qui sont le plus à risque
pour attraper ce virus, c'est le personnel hospitalier qui soigne des personnes malades. Et en Chine, il y a plusieurs médecins qui ont attrapé l'infection et qui sont morts. Malheureusement, il va y en avoir en Italie et en France qui subissent le même sort. Et on ne doit pas les oublier, on doit honorer et se souvenir de leur don de soi. Donc on peut citer particulièrement le docteur Wenyang Li, donc, qui était un des premiers médecins chinois à signaler l'émergence de cette nouvelle pathologie. Pour ses peines, il a été réprimandé par la police locale et dit d'arrêter de répandre des rumeurs qui risquaient de troubler l'ordre public. Malheureusement, ils auraient mieux fait de l'écouter un peu plus. Et ce médecin a été infecté par le coronavirus 2 et malheureusement, il est mort le mois dernier. Donc, ayez une pensée pour le personnel hospitalier. Chaque fois qu'on trouve que c'est dur de rester à la maison cloisonné tout le temps, bon ben, nous, on fait la partie simple du boulot et c'est le personnel soignant qui fait la partie difficile. Donc j'arrête le cours là et puis bien sûr je vais me mettre à faire des QCM pour intégrer dans le contrôle continu pour le module Planète SV.